Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le dossier du jour, toujours en marge de cette rencontre stratégique qui est le China-Africa Investment Forum qui se tient donc à Marrakech. Aujourd'hui, nous allons parler de financement, de gros financement, de projets d'infrastructures chinois ou autres en Afrique en présence de mon invité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Brahim Benjeloun Twimi, administrateur, directeur général du groupe BMCE Bank et président de Bank of Africa. Bonjour et bienvenue à vous. Merci de votre invitation. Alors, donc aujourd'hui, quelle place occupe un groupe panafricain comme BMCE Bank et Bank of Africa dans le secteur financier en Afrique, mais aussi entre l'Afrique et la Chine? Le groupe BMCE Bank of Africa est le quatrième groupe par ordre de taille de bilan parmi les 7 groupes panafricains classés par le Fonds monétaire international. Mais le groupe BMCE Bank of Africa est le deuxième en termes d'implantation en Afrique. En général, nous sommes présents dans 20 pays, dont le Maroc, et il était normal, dans le cadre de cette relation Chine-Afrique, que le groupe BMCE Bank, qui a été présent dès 2000 à Pékin à travers un bureau de représentation et qui envisage d'ouvrir très prochainement à Shanghai, puisse être un acteur de ce rapprochement sino-africain en passant par le Maroc. Par le Maroc. C'est important, en passant par le Maroc. Le Maroc, pour bien des raisons, mérite d'être considéré comme cet intercesseur. D'abord, on parle de l'histoire. Il a une légitimité historique aussi bien vis-à-vis des pays africains, puisque, vous le savez, les relations spirituelles, l'islam modéré a été transmis à travers les dynasties marocaines, mais également parce qu'il y a eu des voyages. Le premier visiteur, voyageur, Ibn Battuta, au XIVe siècle. En fait, il y a une légitimité aussi, je dirais, économique. Le Maroc se trouve à l'heure actuelle si proche de l'Europe, et ça ne changera pas, les 14 kilomètres, mais en même temps intègre la région du nord-ouest de l'Afrique, et partant, la route de la soie, qui jusqu'au 17 novembre n'avait pas prévu de venir jusque-là, désormais, grâce à l'action diplomatique marocaine, grâce à notre souverain, et désormais, le Maroc est sur la carte de la route de la soie. En d'autres termes, tout ce que vous pouvez imaginer de dispositifs, de mécanismes qui sont préparés par les Chinois, inclut désormais le Maroc, et partant, nous sommes encore plus confortables pour jouer ce rôle, d'abord en tant que groupe marocain, et par ailleurs en tant que groupe africain. Vous évoquiez l'ouverture prochaine d'une représentativité à Shanghai, en plus de celle de Pékin. Selon vous, le secteur financier chinois est-il ouvert aux entreprises étrangères? Écoutez, c'est une ouverture qui est très, comment dirais-je, au compte-gouttes. La BMCE Bank a été éligible à candidater, elle n'a pas encore obtenu son agrément définitif, parce que précisément elle était présente, elle a parié sur la Chine il y a déjà près de 18 ans. Il y a également le fait que, grâce à Dieu, la réputation de cette institution bancaire de par le monde en tant que banque la plus internationale des banques marocaines était faite, et partant, je dirais, la candidature était plus agréable au sens originel du terme, plus acceptable aux autorités, mais le processus a été long. Mais c'est normal, il y a beaucoup de monde qui si vous voulez, est au portillon de la Chine dans tous les domaines, et ça sera une fierté non seulement pour le Maroc, mais également pour l'Afrique, que d'avoir une institution comme la nôtre représentée et opérant, pas seulement dans l'intérêt de la relation maroco-chinoise, mais d'abord sino-africaine, en ayant le Maroc autant qu'il est possible, au centre de cette relation. Connaissant les réserves chinoises et connaissant le grand prêteur, on va dire, qu'est la Chine aux pays africains et autres d'ailleurs, mais vu qu'on parle aujourd'hui de Chine-Afrique, je souhaiterais évoquer avec vous cette question de financement de ces projets d'infrastructures dont il est question aujourd'hui, dont cette fameuse nouvelle route de la soie ou une ceinture, une route. Est-ce que des institutions étrangères à la Chine sont impliquées dans le financement de ce genre de projet? De ce que nous comprenons de la volonté des autorités chinoises, il y a un certain nombre de dispositifs qu'ils ont mis en place. Le Silk Road Fund, le fonds de la route de la soie. Il y a également le China Africa Development Fund qui est promu par la China Development Bank.
Et puis, il y a bien entendu l'Exim Bank qui a été extrêmement active dans le financement des échanges sino-africains. L'éligibilité, ce sont des conditions chinoises pour l'éligibilité aussi bien, surtout des entreprises chinoises qui veulent investir sur le territoire africain. Mais une fois encore, le fait que désormais le Maroc ait adhéré à cette route de la soie va faciliter, si vous le voulez, l'accès des entreprises à ces fonds. En ce qui concerne le reste du système bancaire, du système financier mondial, je voulais pour ma part insister sur le fait que nous avons la chance à l'heure actuelle, et il faut capitaliser dessus, que cette Chine soit devenue le premier pourvoyeur de financement vers l'Afrique, notamment dans le domaine clé des infrastructures. Mais dans le même temps, il faut qu'on se projette dans l'avenir pour nous rendre compte que nous, Africains, ne devons pas rester tributaires de cette manne financière, certes, et partant, si nous voulons un financement pérenne de tous les besoins considérables de l'Afrique, il s'agirait de rendre les projets africains, je ne parle pas de ceux du Maroc, mais les autres projets, les projets des autres pays africains, plus lisibles. Que veut dire plus lisible? C'est-à-dire plus on œuvrerait, et c'est une œuvre commune, ce dont je parle, une œuvre commune des banques commerciales, des institutions multilatérales de développement, des institutions bilatérales de développement. Rendre lisible, c'est rendre lisible par la communauté des investisseurs internationaux les projets, plus on aura de chances de venir en appui de ce financement chinois qui, pour l'instant, est disponible, mais il faut bien imaginer que la route de la soie a été d'abord faite pour retrouver les liens qu'il y avait, de par l'histoire, 300 ans avant Jésus-Christ, entre les pays, entre la Chine, pour l'exportation d'une technique qu'ils gardaient secrète, qui est la fabrication de la soie, pour l'exportation pour la mobilité des chevaux, par exemple. Cette route concerne d'abord l'Asie centrale et l'Europe. L'Afrique est venue, si vous voulez, en menu additionnel. Si vous voulez, la route de la soie a prévu au départ, lorsque ça a été lancé en 2013, le Kenya, elle a prévu l'Égypte sur la route vers l'Europe. Alors maintenant, toute la bataille que doivent mener les Africains, et c'est une œuvre commune, je le disais, entre les autorités publiques, les autorités privées, tous ceux qui croient à l'avenir de ce continent, est de faire en sorte que non seulement on puisse bénéficier au maximum qu'il est possible de tous ces dispositifs d'accompagnement des entreprises chinoises qui viennent investir en Afrique, mais également de rendre encore une fois les projets africains des projets qui sont finançables de par le monde, bancables de par le monde. Parce que là, véritablement, ça sera du business as usual. Ça ne sera pas de l'aide concessionnelle, ça ne sera pas des prêts concessionnels, ça ne sera pas de l'aide publique. Mais c'est quand c'est des investissements, quand vous parlez de bancables, par exemple, il y a cet aspect qui peut être considéré comme pas bankable ou pas bancable, comme celui de l'éducation ou de la santé. Aujourd'hui, on investit peu en Afrique et c'est ce qui manque justement à ce continent. D'autant plus qu'il y a également cette grande problématique qui est l'électricité et l'énergie, tout simplement. Vous avez raison, les besoins en infrastructure, selon les chiffres de la Banque mondiale, c'est à peu près 100 milliards par an. Or, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que la majeure partie de ce qui est financé, ce sont des agences publiques qui les mènent. Si nous voulons véritablement, ensemble, encore une fois, œuvre commune, pouvoir accompagner tous ces besoins, et vous avez raison, ça ne peut pas être qu'un investissement physique, économique, c'est également un investissement social, et l'éducation et la santé est là. Eh bien, tous ces projets, madame, sont tout à fait, et nous avons les exemples prégnants et majeurs à travers le monde, peuvent être financés lorsque l'on respecte un certain nombre de critères. Et ces critères, dans un monde difficile qui est celui africain, ce sont des critères de transparence, des critères de lisibilité en termes, par exemple, un instrument qui est très puissant, qui est le PPP, le partenariat public-privé, répond à un certain nombre de règles qui font que des investisseurs internationaux, des fonds de pension se précipitent
pour ces PPP lorsque les best practices sont au rendez-vous. Et donc plus, et je pense que la responsabilité est chez les financiers, chez les institutions multilatérales de financement, dans une moindre mesure chez les banquiers et les financiers privés, d'œuvrer à ce qu'on appelle capacity building, c'est-à-dire d'aider aussi bien les autorités publiques qui lancent les projets, pour que ça ne soit pas une liste de projets comme une wishful list, comme une liste à la Prévert, mais qu'elle soit véritablement, pour que ça soit véritablement un pipeline de projets. Eh bien, il va falloir qu'il y ait des législations qui passent, il va falloir qu'il y ait des termes de contrat présents. Un cadre juridique clair. Absolument. Voilà. Il va falloir des instances d'arbitrage, une protection juridique des investisseurs. C'est cela qui peut, d'une manière pérenne, assurer le financement, notamment des infrastructures, et notamment pour des infrastructures difficiles, à rentabilité différée, qui se trouvent être l'éducation et la santé. Nous sommes arrivés à le faire au Maroc. Je vous donne un exemple. Vous avez une banque comme la nôtre qui a pu financer en PPP de l'éducation, l'Université internationale de Rabat, des choses de santé, des hôpitaux, Cheikh Khalifa, des universités, l'Université Mohamed VI des sciences de la santé. Donc, si vous voulez, nous avons la chance d'avoir une expertise au Maroc, pas seulement dans cette banque, mais dans les autres, pour pouvoir répliquer, dupliquer, répliquer cette expertise de par ailleurs en Afrique. Brahim Benjeloun-Tchoubi, je vous remercie pour l'ensemble de vos éclairages. Merci à nos chers téléspectateurs de nous avoir suivis. C'était le dossier du jour. Je vous souhaite sur ce une excellente suite des programmes sur Médien TV et Médien TV Afrique. Merci encore.